Bonjour, bonsoir. Voilà donc la suite du cours du médicament système nerveux central. On va parler aujourd'hui donc le cours des antiépileptiques. Comme définition de l'épilepsie, c'est une affection neurologique qui est caractérisée par le symptôme d'une hyperactivité cérébrale paroxystique qui se manifeste par des crises brutales et braves avec d'altérations de la conscience, d'activité motrice et des phénomènes sensoriels. Alors, lorsqu'on parle des médicaments antiépileptiques, ce sont des médicaments qui sont capables d'empêcher l'apparition des crises convulsives et d'autres manifestations de l'épilepsie humaine à certaines doses. Et aussi, ce sont des médicaments qui n'entraînent pas de la sédation totale du système nerveux central. Cette médiation est suspensible des crises mais non curative. La physiopathologie de l'épilepsie est due à un déséquilibre entre le système de neurotransmission excitateur, dont les neuromédiateurs sont les acides aminés comme le glutamate et l'aspartame, et le système inhibiteur médié par l'acide gamma-aminobutyrique qu'on appelle GABA. Ce déséquilibre peut se faire à plusieurs niveaux, soit au niveau membranaire, soit au niveau synaptique. Lorsqu'on parle sur le niveau membranaire, est dû carrément donc à la dysfonctionnement des canaux uniques voltage dépendant. Parmi ces canaux, vous avez donc les canaux membranaires de la conductance du potassium. Aussi, donc, on peut avoir une altération fonctionnelle sur les canaux ioniques sodique voltage dépendant et aussi sur le système de transport ionique membranaire ATP dépendant. Et aussi, lorsqu'on parle de déséquilibre qui se passe au niveau synaptique, il est dû à un déséquilibre entre les deux systèmes, le système inhibiteur et aussi le système excitateur. Pour le système GABA, c'est le système inhibiteur. Si on a une défaillance au niveau de ce système inhibiteur, il y a un état d'hyperexcitabilité par désinhibition. Et pour le système excitateur, si on a une défaillance, on parle d'un excès d'excitabilité. Un autre mécanisme aussi intervient au niveau synaptique, c'est le système de neuromodulation qui est constitué par les acétylcholines, les monoamines et les neuropeptides. L'histoire de l'apparition des antiépileptiques. Donc le premier épileptique utilisé en thérapeutique, c'est le phénobarbital en 1912. Il est utilisé comme un anticonvulsivant dans le traitement d'épilepsie. Et à partir de l'utilisation du phénobarbital, il y a l'apparition d'une autre molécule, c'est les phénotoïdes, en 1938, qui possède moins des effets sédatifs par rapport à la phénobarbital. Ces médicaments constituent des antiépileptiques anciens, et à partir de 1960, il y a d'autres médicaments tels que le carbamazepine et le valproate. On l'appelle aussi, ces médicaments sont actuellement considérés comme des classiques. Et aussi en 1990, c'est l'apparition d'une nouvelle molécule qui est considérée toujours comme les médicaments antiépileptiques nouveaux. Donc on peut dire que à partir de 1910 jusqu'à 1960, il y a 4 médicaments utilisés comme antiépileptiques: le phénobarbital, le phénotoïne, carbamazepine et valproate de sodium. Et depuis 1990, plus de 15 nouvelles molécules apparaissent pour le traitement antiépileptique. L'étude des antiépileptiques, on peut classer donc les antiépileptiques par génération ou l'ordre d'apparition. On peut distinguer 4 catégories. On a les médicaments de première génération,
disponibles depuis plus de 50 ans, tels que le phénobarbital, le phénotoïde. On a les médicaments de seconde génération apparus dans les années 1950 jusqu'à 1960. Parmi ces médicaments, vous avez les benzodiazépines, les éthosuximides, les carbamazépines, les valproates. Et on a en trois les médicaments nouveaux, tels que le vigapatrin, gabapentin, lamotrigine, etc. Et aussi, on appelle les médicaments adjuvants. Il s'agit de médications qui sont en général prescrits en association avec un médicament antiépileptique classique dont les indications particulières. Ce sont donc des médicaments en association avec des médicaments antiépileptiques. Voilà un schéma récapitulatif sur la date d'apparition des médicaments antiépileptiques. On commence par les antiépileptiques de première génération. On a comme classe chimique les barbituriques. Le chef de file de cette classe chimique, c'est les phénobarbitales. Voilà la structure de phénobarbital. C'est un acide 5-phényl 5-éthylbarbiturique. On appelle aussi phényléthylmalonylurée. La dénomination commune internationale, c'est le phénobarbital. C'est le premier médicament utilisé dans le traitement des crises d'origine organique. Il est relativement peu toxique et moins coûteux. Et il représente encore l'un des médicaments les plus efficaces, les plus employés dans cette indication. Un des dérivés des barbituriques, vous avez les désoxybarbituriques tels que le primidone. Le primidone, on appelle un prodrogue de phénobarbital qui possède à peu près une analogie structurelle. C'est un analogue. Voilà les deux structures. La différence, donc, la différence est faite pour ce carbonyle. Ici, le carbonyle se trouve dans le cardinal, c'est-à-dire le phénobarbital. Par contre, le primidone, c'est un désoxy. Il n'y a pas d'oxygène ici. Bon. Vous avez que deux oxygènes, deux carbonyles. On appelle ce médicament primidone. C'est un prodrogue de phénobarbital qui possède des effets antiépileptiques avant qu'il ne subisse son métabolisme. C'est simple. C'est un métabolite, c'est un prodrogue de phénobarbital. À la fin, il donne la même action de phénobarbital. Pour la relation structure-activité des barbituriques, je citais donc les différentes études. L'activité anticonvulsivante maximum est obtenue lorsqu'on a une substitution en position 5 et un groupement fini. Les dérivés 5,5 définis barbituriques possèdent une activité antiépileptique moindre que le phénobarbital. Si on augmente l'encombrement de phényl, on va voir que l'activité antiépileptique va diminuer. Lorsqu'on met un groupement phényl en position 5, c'est-à-dire il y a un encombrement stérique, donc on a défini l'activité antiépileptique, elle est moindre que dans le cas lorsqu'on n'a qu'un seul phényl, par exemple le cas du phénobarbital. Pour le mécanisme d'action, le phénobarbital se fixe dans tout le système nerveux central, à l'exception du cervelet et le mal ne sont pas atteints. Le principe général donc, de l'action, il renforce l'inhibition synaptique par l'intermédiaire d'une action sur le récepteur GABA, en rendant ce dernier plus accessible à son ligand. C'est simple, il facilite l'activité du GABA, ça renforce l'activité du GABA. L'indication générale, c'est antiépileptique utilisé dans les formes d'épilepsie, à l'exception des absences typiques, ce sont donc des cas des crises ou certaines crises généralisées, toniques et cloniques. Le schéma général ici d'action des barbituriques, c'est le phénobarbital ici. Le phénobarbital va renforcer
Lorsqu'on dit phénobarbital, c'est barbiturique, donc ils vont renforcer l'effet du GABA en provoquant donc l'ouverture des canaux de chlore. À la fin, c'est l'effet stabilisateur de la membrane. En B, vous avez les édentouines. Les édentouines sont donc des structures ou le résultat d'une condensation entre l'urée et l'acide glycolique. Voilà donc l'urée avec l'acide glycolique en donnant donc l'acide édentonique. Parmi les médicaments appartient aussi des dérivés, des édentouines. Vous avez les phénitoïnes qui apparaît en 1938. C'est un 5,5 définit l'édentonique. Ici, on voit que cette position elle est substituée par du groupement phényl. Pour la relation structure-activité, une substitution 5 par un phényl, un autre substituant de nature aromatique, semble essentiel pour conférer à la molécule une activité antiépileptique. La présence du groupement phényl en 5 est indispensable pour l'activité antiépileptique. Pour d'autres substituants alkyles en 5, contribuent à un effet sédatif qui est absent chez les phénotoïdes. Si on met des groupements alkyles en position 5, ici vous voyez que l'apparition de l'effet sédatif, donc lorsqu'on dit sédatif, c'est l'apparition de l'activité hypnotique. Pour le mécanisme d'action, la phénotoïne bloque les canaux sodique voltage dépendant. Donc il y a une réduction de la vitesse de récupération de l'activité de ces canaux, prévention des décharges répétitives et prolongées. À la fin, vous avez donc l'effet stabilisateur de membrane cellulaire. Pour les antibiotiques deuxième génération, vous avez les succimides, c'est la classe chimique. Le principal médicament, c'est l'éthosuccimide. Voilà la structure chimique. C'est un alpha-éthyl alpha-méthylsuccimide. La DCI, c'est l'éthosuccimide. Pour la relation structure-activité, l'activité est portée par les substituants alkyles, c'est-à-dire ces substituants, le méthyl et les C2H5. Si on élimine ces substituants, on n'arrive pas à avoir l'activité anti-épileptique. Pour le mode d'action, il inhibe donc les problèmes, donc le courant calcique, voltage dépendant calcique au niveau thalamique en provoquant donc l'effet stabilisateur de membrane cellulaire. Pour les immunostipins, vous avez le carbamazépine. Donc la structure, c'est une structure des dibenzazépines, donc on a vu cette structure. Pour les mécanismes général, il bloque les canaux voltage sodique voltage dépendant. On a aussi les valproates de sodium qui apparaissent en 1967. Voilà la structure. La découverte, une découverte fortuite lors de son utilisation comme solvant pour d'autres antiépileptiques. Pour la relation structure-activité, donc la structure, c'est la structure d'un acide carboxylique simplement ramifié. Donc c'est un acide carboxylique simplement ramifié. La ramification est responsable de l'activité. Lorsque le nombre de carbones augmente jusqu'à 9, les propriétés sédatives deviennent importantes. On va parler de l'effet sédatif ou c'est l'effet hypnotique. Les acides à chaîne non ramifiés n'ont pratiquement pas d'effet. Donc si on n'a pas de ramification, il n'y a pas d'effet antiépileptique. L'amide de l'acide valproïque est 2 fois plus actif que la molécule mère. Par rapport à l'acide, si on va faire une amidification de l'acide valproïque, on va voir que l'activité elle est 2 fois supérieure que celle de l'acide valproïque. Pour le mécanisme d'action, l'acide valproïque possède un mécanisme mixte, c'est un antiépileptique mixte. Le premier mécanisme, c'est inhibe l'entrée de sodium, c'est-à-dire réagir sur le système sodique de sodium dans les cellules par les canaux sodium voltage dépendant. Ici, c'est un mécanisme sur les canaux. Il inhibe l'entrée de sodium. Deuxième mécanisme, c'est un mécanisme qui favorise l'entrée de chlorure par l'effet GABA mimétique. Ici, il réagit sur le système
GABA. Donc son action GABAergique est indirecte. Elle est due à l'inhibition de l'acide, ou pardon, la gamma-aminobutyrate transaminase, c'est un enzyme qui transforme le GABA, donc c'est un aminoacide inhibiteur, vers un aldéhyde imisuccinique et augmentation de la concentration de GABA cérébral. Si on pêche ou on bloque ce enzyme, c'est le gamma-aminobutyrate transaminase, donc il n'y a pas de transformation du GABA vers un aminoacide ou un aldéhyde imisuccinique. Donc ici, on va augmenter la concentration de GABA au niveau cérébral. Donc par ces deux mécanismes complémentaires, c'est-à-dire GABA mimétique et GABAergique, il augmente la polarisation de la cellule et diminue son excitabilité. Son effet type GABA mimétique prédomine sur son effet sur les canaux sodium voltage dépendants. On a aussi les benzodiazépines, donc c'est déjà vu dans le cours des anxiolytiques. Donc la structure générale des benzodiazépines avec les différentes classes chimiques appartiennent à cette famille. Les benzodiazépines sont utilisées initialement pour leurs propriétés anxiolytiques excitatives, mais certains benzodiazépines peuvent donner donc d'autres propriétés telles que la propriété anticonvulsivante. Ici, donc, il y a 4 molécules qui sont utilisées dans le traitement de l'épilepsie. Vous avez le clonazepam, vous avez le clorazepam, et aussi le clobazam et le diazépam. Donc 4 molécules qui appartiennent à la famille des benzodiazépines, on peut l'utiliser comme un anti-épileptique. Pour les mécanismes d'action, vous connaissez le mécanisme général des benzodiazépines, donc renforce l'effet de GABA par augmentation de la passage de chlore et en provoquant donc l'effet stabilisateur de la membrane. L'indication, j'ai dit donc qu'il y a 4 benzodiazépines utilisés comme antiépileptiques, les autres sont utilisés comme anxiolytiques excitatifs. Pour les nouvelles molécules antiépileptiques, vous avez plusieurs molécules. En A, vous avez le végapatrin, qui possède une structure d'acide, c'est un acide. Vous avez le COH, c'est le 4-amino 4-phénylbutyrate, c'est l'acide, c'est un acide 4-amino 4-phénylbutyrate. C'est un dérivé analogue structural des GABA, qui possède une similitude structurale avec le GABA, qui correspond à un reste phényl avec un gamma par rapport à la fonction acide carboxylique. C'est donc, on arrive donc à préparer donc un médicament analogue à la GABA dans le but donc va réagir avec un des enzymes qui interviennent dans la dégradation du GABA. Pour le mode d'action, c'est simple, il va inhiber le GABA transaminase, c'est un enzyme qui détruit le GABA. Pour le gabapentin, donc structure apparentée au GABA aussi, leur mode d'action repose sur l'activation des récepteurs GABA au niveau cérébral. Donc on ne parle pas de préparation. Vous avez aussi le thiagabine, donc structure très complexe. Donc ici, leur mode d'action, c'est dans le but de diminuer le capture du GABA, donc augmenter la concentration de GABA au niveau synaptique, au niveau cérébral. Lamotrigine, voilà la structure de lamotrigine. Pour la relation structure-activité, il s'agit d'un antiépileptique récent. La présence d'un hétérocycle qui semble être responsable de l'activité anticonvulsivante, un cycle à 3 cétoratomes d'azote. Le felbamate, qui possède une structure chimique, donc ici vous voyez la structure, elle est plus proche à celle des méprobamates. Il est connu depuis 1959 comme un carbamate. C'est une structure proche de méprobamate qui est utilisée comme un anxiolytique. Il est réservé que pour les usages hospitaliers.
L'oxacarbazépine, c'est un dérivé de carbamazépine. Son principal intérêt par rapport à la carbamazépine, c'est qu'il est en train moins d'interaction médicamenteuse car il est rapidement métabolisé en dérivé monohydroxyle actif. Donc la différence entre ces deux dérivés, c'est la présence de carbonyl. Donc ce carbonyl, c'est un groupement vulnérable à la métabolisation, donc il provoque la métabolisation rapide de ce médicament, l'oxacarbazépine. Voilà donc le cours des antiépileptiques. Donc j'espère que vous avez compris donc le cours. Si vous avez des questions, vous me transférez les questions sur ma boîte, sur l'adresse mail qui se trouve dans le site du département de pharmacie. Merci pour votre attention.